Vous avez exprimé évidemment les analyses, les convictions que portaient vos obédiences. Est-ce qu'il y a, pour résumer, un consensus entre les obédiences que vous représentez sur la question du cadre juridique actuel de la fin de vie et sur sa potentielle évolution? Donc, y a-t-il un consensus et quels sont les éventuels dissensus entre vous? Et je voudrais aborder un seul point qui est, j'allais dire, la grande nouveauté du texte de loi Claes-Leonetti, c'est-à-dire l'introduction de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quelle analyse en faites-vous et quel bilan en tirez-vous au terme de ces 7 années de pratique? Alors, je vais vous demander d'être évidemment très, très synthétique dans vos réponses, maximum de 2-3 minutes par obédience, pour qu'on puisse ensuite faire tourner un petit peu la parole. Voilà, donc y a-t-il consensus ou dissensus et quelle analyse faites-vous de la sédation profonde et continue jusqu'au décès? Voilà, qui veut commencer? Madame Pichegru. Je donne la parole toujours aux membres experts de notre commission. Bien. Pour ce qui nous concerne, concernant la Fédération française du droit humain, nous considérons que la loi Claes-Leonetti a constitué une avancée remarquable, à condition bien sûr qu'elle puisse être mise en œuvre complètement. Et donc nous avons exprimé les manques, notamment en termes d'information, d'éducation, mais aussi de moyens financiers permettant sa mise en œuvre effective. Voilà. Et donc nous pensons également que cette loi est un point d'étape et que effectivement elle ne règle pas toutes les situations, comme l'a souligné le Comité consultatif national d'éthique. Elle ne règle pas les situations des personnes atteintes de maladies graves et incurables et dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme mais à moyen terme. Donc voilà notre position, et notre position est effectivement de considérer que la liberté de chacun peut conduire effectivement à accepter qu'il puisse être accompagné dans ces circonstances-là pour une fin de vie accompagnée et entourée. Concernant la question de la sédation profonde et continue, la loi Claes-Leonetti n'introduit-elle pas, pourrait-on dire de façon provocatrice peut-être, n'est-elle pas in fine une aide à mourir qui ne dit pas son nom? Voilà, c'est une question. Et cette loi est intervenue à un moment où elle ouvre une porte et une possibilité dans des situations effectivement très spécifiques, mais qu'il crée une inégalité profonde par rapport à des personnes atteintes de maladies graves et incurables dans des situations très graves et dont le pronostic n'est pas engagé à court terme. Cette loi s'appuie sur une volonté, sur une liberté exprimée en toute conscience, et c'est un point important, et il nous semble souhaitable qu'il y ait une évolution législative complémentaire qui vienne compléter la loi actuelle pour ouvrir ce droit dans ces situations particulières. Je pense particulièrement à des pathologies graves comme la maladie de Charcot, mais il y en a d'autres. Voilà, j'ai dit. Alors, sur le communiqué de presse, puisque telle était votre question, Monsieur le Président, je pense que, comme vous l'avez entendu, nous avons quand même des lignes qui sont assez communes. On veut ouvrir une voie vers une fin de vie libre et choisie. Je crois qu'on l'a tous dit ici. On ne veut pas opposer soins palliatifs, sédation profonde et aide active à mourir. Notre volonté, je pense à nous tous, c'est de respecter les choix philosophiques de chacun et d'avoir une loi qui puisse garantir le choix éclairé des patients, et toujours avec ce qui est important pour les francs-maçons que nous sommes, en respectant la liberté de conscience. Je passe la parole à Frédéric Moati pour les questions plus techniques. Oui, en tant que biologiste de réanimation pendant des années, j'ai été confrontée en fait à la liberté
et à la responsabilité qu'impliquait, c'était une époque où la loi Claes-Leonetti n'existait pas, mais où il était possible d'avoir des cocktails éthiques, et les problèmes éthiques ne se posaient pas de la même façon. Et donc, on était confronté, puisqu'on travaillait en équipe, à notre conscience et à notre responsabilité. Et donc, le patient ou les patientes avaient abrégé leur souffrance en fonction de la clause de conscience qu'on veut instaurer aujourd'hui aux médecins. Et j'ai sauté volontairement. Donc on ne peut pas mettre aujourd'hui sur le poids des médecins cette responsabilité. Il faut que cette responsabilité, que cette possibilité soit ouverte de façon collégiale avec les directives anticipées, la personne de confiance, une collégialité. Il y a d'autres pays qui le font très bien, de façon à ce que ça ne soit pas uniquement le médecin. J'aurais voulu dire que tout ce qu'on voit comme débat correspond à des éthiques personnelles, à des consciences personnelles. Si aujourd'hui, au moment de la loi Veil, il y avait eu un comité d'éthique, à l'époque déjà d'ailleurs, Consponville le disait, eh bien, probablement que l'avortement n'aurait pas été accordé, parce qu'on a tous et toutes des éthiques différentes, respectables, religieuses, politiques, idéologiques, quelles qu'elles soient. Donc une loi ne peut pas se justifier sur des valeurs éthiques. Le débat dans ce champ-là est en dehors même du sujet posé. La loi se pose comme garant de la liberté, comme respect du droit à pouvoir pour toutes et pour tous jouir librement de cette liberté. Une société civile laïque n'a pas et ne peut pas se positionner sur ces enjeux, car on va à des oppositions. On voit ce qui se passe avec les dogmatismes qui augmentent, on voit ce qui se passe avec de plus en plus de guerre, entre guillemets. Donc le débat ne peut être sur ce plan éthique. Et confronter nos opinions, oui. Être honnête dans toutes nos diversités d'opinions, oui. Par contre, le débat ne peut être que sur le plan du légal et de l'illégal. Et je fais toujours la comparaison avec la possibilité pour une femme d'avorter. On est dans le légal et l'illégal. On a restreint, on a donné à chacune le droit de pouvoir le faire. Personne n'est obligé, on n'oblige personne. Là, c'est la même chose. On est dans un débat éthique avec des positions qui ne pourront jamais être consensuelles. Vous demandiez si on était tous d'accord. On est plus ou moins d'accord. Vous avez bien senti les nuances. On ne pourra jamais être tous d'accord et toutes d'accord, car c'est un débat personnel. Mais par contre, cette ultime liberté, cet ultime droit de pouvoir vivre ou ne plus considérer que sa dignité n'est pas la même, eh bien, il est important qu'elle soit dans les mains d'un législateur, hors de ce champ de la conscience, mais qu'elle soit dans le légal et l'illégal. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, Monsieur le Président, vous avez posé deux questions. La première concernant le communiqué de presse. La Grande Loge de France, n'ayant pas été invitée, n'est pas co-signataire de cela. Je ne rentre pas dans les nuances et les subtilités qu'il peut y avoir. Ceci dit, il y a à l'intérieur un certain nombre d'éléments que mon intervention a noté et à résumer, qui correspondent à une partie de ce qui est indiqué dans ce texte. Et puis le reste, vous aurez à partir après le 6 mars l'ensemble des contributions de la part de la Grande Loge de France. Ça ne veut pas dire qu'il y a des oppositions, mais en tous les cas, nous ne considérons pas ce texte comme celui de la Grande Loge de France aussi. Voilà. Pour ce qui est de l'autre question que vous posiez sur la sédation profonde, je vais faire une réponse à la fois personnelle et comme porte-parole d'une obédience. Mes cheveux blancs, mon métier d'accoucheur, de gynécologue obstétricien, m'ont appris beaucoup de choses. Une époque où on ne judiciarisait pas la fin de la vie, et une époque où il y avait un consensus avec les uns et les autres, avec quoi comme conséquence? On réglait ce type de problème. Et il n'y avait pas de loi, et il n'y avait peut-être pas, à ce moment-là, besoin de loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est apparu?
c'est toutes les différences, les dissociations intrafamiliales et un certain nombre d'éléments. Et on demande à ce qu'une loi intervienne dans ce domaine. J'ai une conviction qui est qu'on pourra faire toutes les évolutions de loi, il en faut peut-être, mais qu'elle n'aura pas comme conséquence de régler l'ensemble des problèmes. La preuve, c'est que l'affaire Vincent Habert et d'autres n'était pas prévisible pour le législateur dont le président Falorni a été en son temps déjà. Et donc c'est pour ça que je crois qu'on peut essayer de créer un cadre. Mais on n'aura pas dans ce cadre l'ensemble des différents éléments possibles ou pas. Après, l'idée de l'aide à mourir. J'ai dit tout à l'heure que l'objectif pour nous, c'était de bien vivre sa mort. Ça paraît paradoxal, mais c'est quand même important. Et bien vivre sa mort, ça veut dire quoi pour la plupart des gens? C'est de ne pas souffrir, quoi, globalement. C'est ça la réalité. J'ai été accompagnant de Pierre Simon et de quelques autres sur la défense de la loi Veil. La contraception devait régler... Enfin, l'avortement, c'était la période avant de mettre en place une contraception généralisée qui devait éviter l'avortement. On a toujours 300 000 avortements et la contraception aujourd'hui est d'une nature différente pour des raisons médicales, mais aussi pour d'autres raisons de société. Ce qui prouve que tout change, tout évolue. Est-ce que les lois doivent évoluer en même temps et à ce rythme-là? J'ai objectivement pas d'avis par rapport à ça. La sédation profonde, moi je crois que le vocabulaire, et ça ça peut paraître comme ça banal et de dire on se cache derrière son petit doigt avec des mots, avec un certain nombre de choses, je crois que non. Parce que le mot euthanasie rappelle tellement de choses que je ne suis pas certain que ce mot-là, et d'ailleurs on trouve toujours des circonlocutions pour exprimer les choses, ne soit subtil à évoquer en tant que tel, même si dans d'autres pays proches de nous, on peut l'évoquer naturellement. On n'a peut-être pas les mêmes relations avec ça. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, on demande aux médecins, globalement, de résoudre ce type de problème technique. Et la plupart des gens disant ouais, mais moi, je sais pas comment faire, j'ai pas les moyens, etc. J'ai même entendu des infirmières qui rappelaient qu'elles n'avaient pas le droit de prescrire. Même un produit létal. Donc, à un moment donné, la notion de sédation, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme le moyen d'accompagner la mort en douceur, si je peux exprimer cet aspect-là des choses. L'avortement, c'est un choix. La mort, on est tous destinés à mourir. Peut-être que c'est une différence au nom de la société que j'évoque et sur un certain nombre d'aspects qui doivent faire réfléchir sur les éléments à ce niveau. Et enfin, il y a une autre préoccupation qui est celle, qu'est-ce que ça veut dire un médecin qui vous dit vous en avez pour 3 mois à vivre, 8 mois à vivre, etc. On a tous des histoires à raconter sur ces réalités d'erreurs, de choses plus ou moins justes. Au nom de quoi? On va dire ça au nom d'une statistique, au nom d'une évaluation, mais pas forcément au nom de la vérité. On le dit comme ça. Donc c'est pour ça que le choix du patient est fondamental, certes. Encore faut-il que quelque chose qui a été fait en conscience à un moment donné demeure dans cette conscience le jour où il y a une perte complète de conscience, etc., etc. C'est toute la difficulté que vous aurez à traiter. Notre rôle aujourd'hui étant, puisque vous nous avez fait l'honneur de nous interroger, d'apporter un éclairage par rapport à ça, c'est celui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de télescopage permanent entre l'individu, sa liberté, plus que ses droits d'ailleurs, c'est un problème de liberté, et puis le fait de se retrouver dans un cadre où la société doit ne pas brader ses principes par ailleurs.
C'est pour ça que plus que des droits dont vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect, c'est peut-être des libertés dont il convient de parler. Oui, donc moi je vais vous répondre. Vous avez demandé d'être bref, donc je vais essayer de l'être le plus possible. Tout d'abord, en inversant l'ordre des réponses, je vais répondre par rapport au communiqué de presse et qui expliquera aussi probablement ma seconde réponse. Le communiqué de presse exprime le consensus entre les obédiences signataires, justement. Et moi, je me retrouve parfaitement dans les prises de parole de mes sœurs du droit humain et de la Grande Loge féminine, qui sont signataires, et la Grande Loge de France, avec qui nous avons des différences, et qui n'est pas signataire, qui avait été invitée à signer ce communiqué, et qui n'avait pas signé pour des raisons tout à fait respectables, parce qu'elle ne partageait pas probablement ce qui était dit dans ce communiqué entièrement, ou préférait garder d'autres subtilités. Et dans les prises de parole, moi je me retrouve, je peux le dire, entièrement avec la diversité qui a été évoquée par ma sœur du droit humain, évidemment, la diversité, mais je me retrouve tout à fait, donc, je crois qu'on peut parler, de consensus avec le Grand Orient de France, le droit humain et la Grande Loge féminine de France, et quelques divergences que je ressens dans le discours, d'ailleurs, de mon collègue de la Grande Loge de France. Sur la partie, je ne voudrais pas revenir parce que je crois que tout a été dit sur la sédation, sur la loi, les limites de la loi Claes-Leonetti. Simplement, il y a un aspect qui n'est pas évoqué, que j'avais un petit peu évoqué dans ma prise de parole. Je crois que c'est un sujet qui, ça a été un petit peu évoqué aussi quand même, je crois que c'est un sujet aujourd'hui d'aboutissement du projet républicain. On est de nouveau, vous savez, il y a plus d'un siècle, quand la loi de 1905 a été votée, les députés monarchistes catholiques de l'époque ont dit « Nous avons des siècles pour prendre de notre revanche et nous savons que nous la prendrons toujours ». Et depuis, et on voit bien dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de la République, dans l'histoire de la laïcité, on voit bien à quel point les forces qui s'opposent au projet républicain, quelle qu'elle soit, n'ont jamais désarmé vraiment. Et dans ce cadre, le débat qui se pose autour de cette loi de liberté de choix, d'émancipation individuelle, et ça a été très bien dit, rappelé plusieurs fois, ce débat rentre dans ce cadre-là. Et il est évident que ça met en jeu des éléments qui sont beaucoup plus, peut-être pas plus importants, mais plus profonds de notre société. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire pour répondre le plus rapidement possible, parce que c'est évidemment un débat qui mérite de très large développement. Alors, je donne la parole à Didier Martin, qui est co-rapporteur. Alors, je veux présenter les excuses de Caroline Fiat, qui l'autre co-rapporteur, et qui malheureusement, pour des raisons familiales et personnelles, ne peut pas être présente, et elle vous prie de bien vouloir l'en excuser. Didier, à toi. Merci, Monsieur le Président. À nouveau, Mesdames et Messieurs, je vous salue en vos grades et qualités. Je voudrais aborder tout d'abord la question des directives anticipées, c'est-à-dire de l'expression de cette volonté libre, répétée, réfléchie, etc. etc. Alors à Georges Sérignac, je lui demanderais est-ce que dans un testament philosophique, dans une réflexion sur son avenir, cette question des directives anticipées est-elle abordée au Grand Orient de France? Est-ce que cette pratique est répandue? Est-ce que cette pratique est-ce qu'on fait de l'information autour de cela? Et puis, sur cette liberté de mettre fin à sa vie, ma question, toujours à Georges Sérignac, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pression sociale sur ceux qui se sentent inutiles dans notre société, qui se sentent être un poids parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont dépendants, parce qu'ils ne perçoivent pas leur utilité sociale? Est-ce que le fait qu'on établirait ce droit à demander librement sa mort
ne serait pas une pression qui est finalement en contradiction avec la solidarité, qui est notre principe de fonctionnement. Sur les directives anticipées, je pose toutes mes questions à la file. Je poserai directement aux droits humains et à Madame Coudrier qui s'est beaucoup exprimée. Comment faire connaître dans le grand public ces directives anticipées qui sont désormais contraignantes de par la loi Claes-Leonetti que nous évaluons? Est-ce que cette obédience a imaginé comment auprès des hommes, auprès des femmes, des hommes et des femmes, ces directives anticipées dont les autorités ne se sont pas beaucoup préoccupées dans la diffusion, quelles seraient les idées, les pistes qu'on pourrait suivre? Ce sont les deux premières questions sur les directives anticipées. Et puis j'ai deux autres questions à poser qui portent, elles, sur la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès et le pas supplémentaire qui serait une véritable aide active à mourir. Alors, à la Grande Loge féminine de France, à Madame Lyotet ou à Madame Moatti, pourquoi pensez-vous que cette sédation profonde continue jusqu'au décès, ou pourquoi cette aide active à mourir peut-elle être considérée comme un véritable humanisme? Quant à la Grande Loge de France, qui est encore en cours d'élaboration de ses préconisations, puisqu'un questionnaire circule et on attend avec impatience le livre blanc promis. Sur les trois questions, j'en choisis une. Alors, vous l'avez dit, cher collègue Michel Hanoun, le droit de donner la mort à autrui, je dirais la possibilité de donner la mort à autrui. Pas le droit, mais la possibilité. Ce qui inverse le consentement. Ce n'est plus un droit de donner la mort, mais le droit d'accepter une demande de quelqu'un, dans quelles conditions. Est-ce que cette valeur de charité, d'amour, de fraternité, est-ce que c'est ça qui serait au cœur de cette possibilité? Alors, on va prendre dans l'ordre l'ordre inverse des questions de Didier Martin. Monsieur Hanoun, Monsieur Rapadi, sur la question qui vous a été posée, et puis ensuite on enchaîne sur les suivantes. Par rapport à la question qui est posée sur la sédation profonde, sur la possibilité, j'entends bien la nuance qui est plus qu'une nuance importante. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce qu'elle est, elle ne serait que subjective et personnelle à l'heure qu'il est, dans la mesure où je crois qu'il y a une part importante de rapport individuel dans cette question. Peut-être que beaucoup d'entre vous, je ne le souhaite pas forcément, ont été confrontés à cette réalité, non pas en tant que soignant, mais en tant qu'accompagnant quelqu'un à mourir. La question est extrêmement difficile. Et je ne sais pas s'il y a une réponse, mais plusieurs types de réponses. Voilà ce que je crois en l'état actuel des choses. Et donc, est-ce qu'un cadre législatif peut résoudre cette question? Il peut peut-être l'encadrer en libérant, et ça je parle à titre individuel, en libérant comme ça les miasmes de conscience qui pourraient poser des problèmes pour ceux qui voudraient judiciariser de façon constante les choses. Mais il faut aussi que le regard général de la société soit respecté. Je dis ça parce que on a été frappé d'entendre et de voir que pour certains, ce serait une remise en cause de l'abolition de la peine de mort. Donc, je ne suis pas juriste, il y a suffisamment de juristes pour voir un peu cette question, donc à réfléchir. Oui.
parle. Ah, pardon. Voilà, c'est bon. Alors, sur le premier point, les frères et sœurs du Grand Orient de France, alors je le dis parce que moi j'ai oublié de présenter mon obédience, pour ceux qui ne la connaissent pas, que le Grand Orient de France comprend environ 53 000 membres, et frères et sœurs, et 1400 loges réparties essentiellement en France, mais également à l'étranger pour quelques-unes d'entre elles, et est née, c'est la première obédience historiquement française, puisqu'elle est née en 1728 et a pris le nom de Grand Orient de France en 1773, voilà, pour faire vite. Alors, sur les membres du Grand Orient de France, rédigent-ils des directives anticipées? Alors, je vais vous dire un scoop, puisque vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont à l'image de la société. C'est-à-dire qu'ils font comme la société, c'est-à-dire très peu. Très peu. Pourquoi? Probablement par méconnaissance de cette loi, de ces directives anticipées et de la personne de confiance. Et c'est quelque chose qui a été souvent évoqué, c'est ce manque de pédagogie, ce manque de transmission qui fait que, à l'image de la société, moi j'en parle souvent, hein, évidemment depuis quelque temps on en parle encore plus, et quand on pose la question, l'immense majorité, pour ne pas dire presque la totalité, répondent non, je ne l'ai pas fait. Voilà, pour répondre précisément à votre question. Le deuxième point, c'était la pression sociale. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est tout à fait interpellant, parce que, évidemment, que, comme sur d'autres sujets, on peut toujours extraire un élément qui peut être au départ tout à fait intéressant sur le plan intellectuel et sur le plan de la prospective. Mais je crois que quand on débat, on raisonne sur un tel sujet avec l'étendue et la complexité du champ qu'il revêt, il faut essayer de revenir à une certaine simplicité. Je crois que si on veut vraiment aborder toutes les possibilités de dérive d'une telle loi, c'est quelque part presque, bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr, évidemment, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut être plus guidé par les grands principes que nous avons évoqués. Comme je l'ai dit, on est aujourd'hui dans un moment qui est particulièrement difficile en plus pour notre République, pour notre société, pour la société humaine en général, avec d'autres problèmes tellement qui nous dépassent et dont personne ne peut mesurer jusqu'où ça ira et à quel point nous serons engloutis ou pas. Et je crois que nous, en tout cas, au Grand Orient de France, nous considérons que notre mission, pour employer un grand mot, en toute humilité, est de participer encore à l'aboutissement du projet républicain. Et dans ce cadre-là, pour nous, l'amélioration de la loi Claes-Leonetti, qui donne, comme ça a été beaucoup dit, une liberté nouvelle et un choix nouveau pour des individus éclairés, des citoyens éclairés et responsables de leur propre existence jusqu'à la mort, jusqu'au choix de leur mort, que ce soit dans des maladies incurables, comme ça a été rappelé très justement, ou que ce soit des personnes vraiment très âgées pour différentes raisons, en fin de vie. Je pense que cette émancipation de citoyens éclairés et responsables à ce moment-là, c'est aussi la grandeur du projet républicain. Voilà, donc cette pression sociale, j'ai trouvé que le sujet était vraiment, quand vous l'avez posé, particulièrement intéressant, et il faut veiller justement par le cadre de la loi et par des possibilités de garde-fous qui éviteront, mais on ne peut pas non plus. La loi libère, on le sait depuis Lacordaire, qui n'a pas dit que des choses intéressantes, mais la loi libère. Il n'empêche que même si la loi libère, on voit bien après des évolutions de la société qui vont à l'encontre du projet de la loi. Alors il y a des lois exceptionnelles d'intelligence et de clarté, comme la loi de 1905, qui dit tout en 2 articles, en quelques phrases, qui est absolument excellente. Il y a des lois qui ont été peut-être moins abouties que celle-là. Souhaitons que si cette future loi qui avance après celle de la loi Claes-Leonetti, souhaitons que cette future loi soit plutôt du type de celle de 1905, avec une précision dans les mots et un travail parlementaire tout à fait formidable d'intelligence. Je ne doute pas que ce sera le cas.
Merci de nous avoir reposé la question sur la sédation profonde et ce qu'on en pensait. Je reprendrai le texte. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire, ça pourrait être discuté déjà, du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Et les traductions de cette loi dans les décrets d'application qui ont été pris, en fait, sont très restrictifs. Je m'explique, c'est-à-dire que pourquoi a-t-on instauré dans ce décret d'application le fait qu'il fallait avoir une déshydratation et considérer que la déshydratation était une mort naturelle. La déshydratation n'est pas une mort naturelle. La déshydratation est une source d'agonie lente, de souffrance pour tous les patients. Et si je pense que les gens qui ont été confrontés à ces morts peuvent dire que la déshydratation ne constitue en rien une mort naturelle. Si la loi est revotée, nous demandons à ce que cette déshydratation soit supprimée du texte de loi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Ce qui veut donc dire qu'on autorise dans cette loi le corps médical à donner des substances pour soulager les douleurs qu'il va considérer effectivement comme réfractaires. Comme le disait tout à l'heure ma consoeur du droit humain, il y a un peu une hypocrisie là-dedans. Sauf que cette hypocrisie, elle a été mise dans les décrets d'application, encore une fois, dans un sens encore une fois restrictif. Pourquoi ne pas considérer qu'on pourrait augmenter les doses quand on voit que la souffrance et que l'agonie du patient augmentent? Donc, ce que nous demandons, si cette loi repasse, c'est que les conditions d'un décret d'application pour abréger, comme effet d'abréger la vie, car c'est bien une ouverture qui est mise ici, soient données dans un sens de soulager les souffrances et non pas, encore une fois, tenant compte des idéologies de personnes. Rester dans une légalité et se sortir du champ de ce que l'on pense. On n'y arrivera pas si on reste dans ce champ-là. Je pense que j'ai répondu cette fois à votre question. Juste un petit mot avant de donner la parole à Madame Coudry. Je voudrais juste appuyer le propos de Georges Sérignac concernant le projet républicain. Et bien justement, je souhaite rappeler que la République est justement garante de la mise en œuvre de la liberté de chacun. Et je donne la parole à Christiane. Voilà, concernant donc la question, c'est comment faire connaître les directives anticipées au grand public. Donc, c'est une question simple, mais qui en fait n'est que simple en apparence. Il y a effectivement une méconnaissance de la part des citoyens de ces directives anticipées. Il n'y a pas d'information qui leur est donnée par leur médecin traitant ou très peu. Et donc, c'est sans doute par la voie et par le canal des professionnels de santé, à l'occasion soit d'une pathologie, soit d'un suivi régulier, que cette question peut être abordée avec le patient et qu'une information du patient peut être faite par ces professionnels de santé, à deux conditions, que ces professionnels de santé soient formés à ce dialogue avec le patient et en aient le temps et la disponibilité. Pour être formé, je prends l'exemple de la question de l'information du patient sur l'analyse bénéfice-risque avant une hospitalisation, qui a beaucoup des patients, enfin, la plupart des patients qui sont confrontés à cela, se voient présenter une fiche avec la demande d'une signature dans les 5 minutes par le patient, sans qu'il ait eu le temps vraiment de lire ou de comprendre. Or, il était toujours dit que cette fiche devait faire l'objet d'un dialogue singulier entre le médecin et son patient pour lui expliquer de quoi il en retournait. Il en est de même sur les directives anticipées. C'est pas quelque chose qu'on peut balancer comme ça facilement. C'est quelque chose qui demande une explication, qui demande du temps d'explication pour faciliter la compréhension et pour permettre aux patients d'aborder une question qui fait peur à tout le monde, c'est la vieillesse et la maladie. Et donc, ça demande du temps, et ça demande du temps aux soignants, ça demande qu'ils soient formés dans leur cursus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, la question, comment faire, il faudrait repenser pour intégrer ces éléments-là
dans la formation des médecins, mais de tous les autres soignants, infirmiers par exemple notamment, dès le départ, pour qu'ils aient conscience de cette nécessité. Et d'autre part, il faut qu'ils en aient le temps. Or, aujourd'hui, on sait les difficultés que vit le monde de la santé, qu'il soit hospitalier ou pas, ou ambulatoire. Et donc, ça demande du temps. Et donc, cette question renvoie au fait aussi à la question de l'organisation des soins, à la question de la disponibilité et de la démographie médicale pour pouvoir donner aux professionnels ce temps nécessaire pour le patient, pour qu'il intègre ces données qu'il n'a pas envie de connaître, parce que personne n'a envie d'aborder facilement la question de la vieillesse et de la fin de vie et de la maladie. Voilà, j'ai dit. Alors, je vais donner la parole à mes collègues députés. On va commencer par Astrid Panosyan-Bouvet. Merci, Monsieur le Président, et merci à chacun et chacune d'entre vous pour vos interventions qui interrogent, qui nous fait réfléchir. Et vraiment, encore merci pour cet échange. Je me sens honorée de faire partie de cette mission avec mes collègues. J'avais une question sur les interrogations d'un philosophe de l'éthique de la santé néerlandais qui a participé aux travaux de la mise en œuvre de l'euthanasie, parce que c'est ainsi que ils le disent aux Pays-Bas, et qui est au début des années 2000 et qui s'interrogeait sur finalement une forme de concurrence à l'éligibilité qui s'instaure progressivement, puisque à ce droit justement à pouvoir à ce droit et à ce choix ultime. Ça a commencé par des malades atteints de maladies incurables et cette législation a ensuite évolué progressivement, puisqu'aujourd'hui on s'interroge de pouvoir aussi rendre éligibles des personnes âgées non atteintes de maladies incurables. Donc c'est une question, c'est un risque qui doit nous interroger, quand bien même on a envie de faire évoluer la législation. La deuxième chose, c'est vraiment une question, parce que c'est le poids que vous donnez à la question de la liberté individuelle. Et je pense que je vais prendre une comparaison volontairement provocatrice. Mais si je voulais vendre un rein, ce serait ma liberté individuelle. Et pourtant, ça nous interroge tous. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, l'argument de la liberté individuelle a aussi ses limites, parce que ça dit beaucoup d'une société. Vous l'avez dit, monsieur, sur le rapport à la mort. Et c'est pour ça, merci d'avoir rappelé aussi que ce n'est pas simplement un sujet de liberté, mais également d'égalité et de fraternité. Et effectivement, mourir, ce n'est pas une pulsion naturelle. On a envie de mourir parce qu'on a une douleur physique et psychique insoutenable. On a envie de mourir parce qu'on ne trouve plus de sens à la vie. Et on a envie de mourir parce qu'on se sent être une charge pour les personnes qu'on aime. Et peut-être que sur ces deux derniers points, autant la question du ressentiment de la douleur, c'est quelque chose d'éminemment subjectif, autant ces deux derniers points doivent aussi nous interroger en tant que proches et aussi en tant que société sur ce qu'on peut apporter aux personnes qui sont dans ces situations. Et enfin, dernière chose, sur la question du projet républicain qui a été et de la laïcité. Je pense que c'est parfois un peu maladroit de rattacher cette question à la laïcité et au projet républicain, parce qu'on peut avoir été un militant, un penseur de la laïcité et du projet républicain, d'avoir été confronté à ces choix ultimes et de garder quand même quelques réserves par rapport à la question de l'euthanasie. Et donc je pense que c'est dans cet équilibre entre la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'on peut trouver et dans ce débat apaisé, mais de vouloir nécessairement le rattacher au projet républicain comme si on a quelques réserves, on n'est pas dans le combat de la laïcité et on n'est pas dans le combat du projet républicain, c'est apporter de la polarisation au débat qui n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais merci encore pour vos interventions. Alors, Laurent Panifous. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et tous
pour votre participation aux travaux de cette mission d'évaluation. Alors, c'est autant une réflexion qu'une question que je voudrais vous poser. Justement, on est dans le cadre de la mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti. Et il me semble absolument essentiel de dire ou rappeler que nous devons parfaitement distinguer ce qui relève de la mission d'évaluation de cette loi et en fait, quelque part, de pointer les carences, peut-être, les manques. Alors, sur le champ d'application, ça a été évoqué tout à l'heure, sur les moyens, ça a été dit également, de ce qui transpire dans toutes les interventions, c'est-à-dire la perspective de l'aboutissement de ce projet républicain, de la manière dont on va pouvoir créer les conditions, et j'y aspire personnellement, de cette ultime liberté. Pour autant, je pense qu'il y a une perturbation forte entre la réflexion qu'on doit avoir sur des sujets qui sont totalement complémentaires, mais totalement différents, qui est l'application de la loi actuelle, ses limites, et la réflexion que nous avons pour l'obtention de éventuellement, de cette nouvelle liberté, de ce dernier choix. Et voilà, je tiens à insister sur ce sujet parce que je l'ai déjà dit par ailleurs, mais je veux le redire, et je veux le redire en disant que je crois en cette ultime liberté. Il y a une perturbation trop forte entre ces deux réflexions, et que les carences que l'on voit, qui sont des carences de moyens dans les 20 départements, ça a été dit tout à l'heure, où il n'y a pas de service, où il y a un manque d'acculturation des Français, mais aussi des professionnels de santé parfois, ou souvent, ou trop souvent. On le voit dans les directives anticipées, etc. L'un ne doit pas pousser, ne doit, à mes yeux, pas alimenter l'autre, puisque ça n'est en rien la carence de la première qui doit nous pousser à réfléchir à l'autre. Voilà, c'est à la fois une question et une observation, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce que je ne voudrais pas, et je pense que ça serait un frein pour l'obtention de cette nouvelle liberté, je ne voudrais pas que l'on croie que nous sommes amenés à réfléchir à l'aide active à mourir, parce que par ailleurs, il pourrait y avoir des carences dans l'application de la loi Claeys-Leonetti. Je vous remercie. Merci. Jean-François Rousset. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Et voilà. Moi, je voulais témoigner. J'ai été invité à participer à une réunion par l'Association nationale du choix citoyen pour une mort choisie. Voilà. Et à un moment donné, il y a eu un propos qui m'a un petit peu choqué. Bon, moi, j'étais chirurgien, donc j'ai connu l'époque des cocktails lithiques, etc. Et ils se sont prononcés un moment pour enlever le droit qui paraît légitime aux médecins et au corps des soignants, le droit d'accompagner la fin de vie. Et même, ils ont remis en question, au moment, alors je ne sais pas si c'était des propos qui étaient très, très locaux, entre guillemets, à la collégialité dans la prise de décision. Voilà, en disant, après tout, chacun a le droit de choisir sa fin de vie, et les médecins ne sont pas plus légitimes que d'autres à les accompagner. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette vision de l'encadrement d'un sujet qui me paraît à la fois à la limite du citoyen et du médecin qu'on est, enfin que je suis. Merci. Sandrine de Gorsuch. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, je voudrais vous remercier donc de vos propos depuis le début de cette réunion. Mais moi, j'ai pas trop de questions, mais en fait, je voudrais partager en fait par rapport à cette mission d'évaluation ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et mon ressenti en fait par rapport à cette mission. Effectivement, je vous rejoins sur pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qui anime nos concitoyens, c'est la peur de mal mourir. Ça, c'est une évidence. Et ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas être prolongés par un acharnement thérapeutique, etc. Et effectivement, ben, oui, on meurt encore mal en France. Voilà. Je vous rejoins aussi par rapport aux soins palliatifs, puisque c'est quand même une prise en charge importante, puisque je dirais c'est une nouvelle façon de regarder, de valoriser l'être humain.
Voilà, ce sont des soins d'accompagnement, ce sont des choses très importantes. Et effectivement, on en manque en France. Et d'ailleurs, sur 300 000 qui en auraient besoin, il n'y en a que 100 000 qui ont accès. Donc déjà, il y a ce premier point à revoir effectivement dans cette loi. Après, pour moi, je rejoins un peu d'ailleurs les dires de M. Leonetti qui disait aller au-delà de cette loi, c'est aller ailleurs. Voilà. C'est quelque chose qui est intéressant à entendre. Ce n'est pas aller plus loin, c'est plutôt aller ailleurs, en fait. Voilà. Donc on a une loi, il faudrait la respecter. Il y a des choses à revoir, effectivement. Mais le premier point, c'est les soins palliatifs. Après, je pense qu'aussi, le grand public, en fait, ignore son droit d'être accompagné en fin de vie. Il manque d'informations, mais surtout de manière humaine, en fait. Voilà, il y a déjà ce premier point. Et puis le personnel soignant aussi ne reçoit pas de réelle formation palliative. Donc je reçois aussi vous dire, madame. Voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, à faire. Donc notre travail, justement, c'est le but, c'est d'écouter, de vous écouter, de vous entendre. Et cette mission, d'ailleurs, sert à ça. C'est une mission de travail. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et enfin, je donne la parole à Joëlle Mélin. Oui, merci évidemment à vous tous et toutes du temps que vous nous avez donné et de nous avoir exposé très clairement vos positions respectives qui se rejoignent très largement, bien entendu. Moi, je voudrais avoir simplement une réflexion sur la notion d'assistance médicalisée. Pour avoir eu un parcours médical comme M. Hanoun, Mme Moati, M. Rousset, et travailler en milieu gériatrique longtemps, à une période où on était, entre guillemets, sans filet, hein, et on faisait au moins mal avec les éléments du moment, et toujours, je crois, dans le respect des familles, des patients et de leurs demandes, en faisant bien attention à ce que disait la bouche, en disant faites quelque chose, docteur, et les yeux qui disaient tout le contraire, ce qui n'était pas très facile, même lorsque la conscience commençait un peu à s'échapper, nous pose la question de la place des soignants dans ce processus. Parce que la correspondance qu'il y a entre la loi Veil initiale et la loi Claes-Leonetti initialement, c'est la dépénalisation, en fait, d'un acte et de la personne qui fait cet acte. Donc effectivement, il fallait, là c'est un peu l'ancien expert judiciaire en matière de responsabilité médicale qui s'exprime, oui, il fallait un cadre et ces cadres sont les bienvenus. Oui, Monsieur Sérignac, ces cadres doivent être les plus clairs, les plus brefs et les plus, comment dirais-je, maîtrisables possibles, sans ouverture à des dérives potentielles, un petit peu comme on le voit avec le délit d'entrave qui est venu dépénaliser des personnes qui pratiquent l'acte d'interruption prématurée de grossesse et venir pénaliser le père biologique d'un enfant potentiellement à naître. Donc on arrive à des décalages qui sont, bien entendu, à prévenir. Moi, je voudrais être extrêmement alarmiste, j'ose dire, sur la place des soignants. Ce n'est pas aux soignants d'aller loin, y inclus, quand on pense à la fin de l'alimentation ou de l'hydratation, qui sont quand même, nous on le sait, même dans le cas de personnes en coma autres que vigiles, c'est quand même très nociceptif. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est parfaitement reconnu. Donc, la place des soignants doit être vue, doit être limitée au maximum. Et dans cette notion de sédation prolongée jusqu'au décès, oui, il faut savoir ce qu'on fait quand on commence à prescrire une molécule potentiellement létale, on ne sait même pas quand ça va se faire, mais il faut que la place des médecins soit réduite au strict minimum et à un accompagnement tel qu'il a toujours été, c'est-à-dire que dans ces derniers moments, le soignant soit en empathie forcément, en compréhension forcément, mais ne doit pas être contraint, et on a vu quelques décisions récentes qui viennent inverser un petit peu la donne. Donc, merci de tous vos propos et peut-être rappeler ici que la place des soignants doit n'être que celle d'un accompagnement minimal pour permettre qu'une collégialité puisse aménager tout cela
Et encore, oui, à une loi la plus restreinte, non pas restrictive, mais restreinte possible. Je crois que c'est comme ça qu'on évitera les dérives. Merci. Alors, je vais donner la parole à chacune des 4 obédiences. Je vais, pardonnez-moi par avance, être très directif, puisque ça sera aussi la conclusion de chacune et de chacun d'entre vous. Donc, je donne 3 minutes à chaque obédience pour prendre la parole et pour conclure. Merci. On va commencer par la Fédération du droit humain. Merci. Donc, je vais essayer de répondre à certaines questions. Concernant la concurrence et l'éligibilité à ce droit, certes, c'est une crainte véritable, d'où l'intérêt, d'où la nécessité que le législateur puisse fixer un cadre extrêmement strict et contraignant à ce nouveau dispositif. Voilà, je crois que c'est extrêmement important. Quant à la question de la liberté individuelle, vous disiez on peut vendre un rein. Non, on ne peut pas le vendre en rein pour d'autres raisons. C'est-à-dire que la personne humaine n'est pas un bien cessible, enfin commercial en tout cas. Par contre, on peut le donner. Rien ne s'oppose à ce qu'on puisse le donner. Je pense aussi que la loi Claes-Leonetti est un point d'étape. Et sur un plan sociétal, aujourd'hui, la question se pose autrement et complémentairement à une évolution ou à à des dispositions législatives qui concernent d'autres situations. Qu'est-ce qui fait la différence ? Je crois que la différence, elle est dans le fait de l'existence effectivement de législations différentes dans d'autres pays, de l'évolution de la société et de l'état d'esprit des personnes. Et donc, je pense qu'il s'est passé un certain nombre... Les choses évoluent, les mentalités évoluent. Et donc, je pense qu'il est logique, effectivement, que le législateur soit à l'écoute de l'évolution de ces mentalités. La question de l'accompagnement par les professionnels de santé. Tout à l'heure, en parlant de la décision collégiale, j'évoquais effectivement une collégialité élargie à la famille, à la personne de confiance, au médecin traitant, mais n'importe qui, enfin, on peut inviter qui on veut, je pense, en tant que personne souffrante, malade. Cette personne peut inviter qui elle veut et qui elle souhaite dans cette procédure collégiale. Et je crois que c'est un élément important. Effectivement, la place des soignants n'est pas une place prépondérante, c'est une place parmi d'autres. Effectivement, je pense que c'est important. Mais cette place est véritablement prégnante puisqu'ils ont accès à des informations qui peuvent permettre d'éclairer vraiment la décision. Et in fine, c'est peut-être quand même un médecin qui procède à une intervention. Voilà, j'ai dit. Merci, merci madame. La Grande Loge féminine de France. Je vais juste commencer en répondant à 2 questions. La curabilité, oui, un médecin expert de cette technique et donc le médecin est responsable. Quand on est dans les problèmes de fin de vie avec des pathologies incurables, le médecin intervient non pas en tant que technique, il intervient en tant que conscience personnelle. Donc effectivement, le médecin là a un rôle qui doit être limité dans une collégialité, parce que il intervient non pas en tant que personnel technique. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Juste en conclusion, puisque vous avez demandé de faire court, oui, Madame la députée, je pense que c'est la peur du mal mourir. Et est-ce que nous ne sommes pas tous là aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions pour que nous puissions ne plus avoir cette peur et cette angoisse, même si nous devons passer peut-être par certaines avancées, mais c'est bien là l'objectif que nous souhaitons tous. Merci, mesdames. La Grande Loge de France. Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu... et nous avons entendu les interventions des uns et des autres. Peut-être qu'au-delà du projet républicain ou avant le projet républicain, nous nous plaçons dans un projet humaniste. Et donc, dans lequel toute une série d'éléments, dont la compassion, dont
l'empathie, enfin tous ces mots qui paraissent comme ça désuets, mais qui ont une réalité dès lors qu'on est confronté à la mort, les choses sont importantes. Et une méconnaissance profonde de la loi actuelle, et peut-être qu'un travail primordial pourrait être celui de l'éclairer, de la rendre utile à tous dans tous ses aspects. Être médecin, c'est le rapport entre une confiance et une conscience. Et ce rapport-là, il est extrêmement difficile dès lors qu'on est en face non plus de ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire et ensuite être dans une posture de vie, en tous les cas de la défendre, de la prolonger, de faire en sorte qu'elle ait du sens, et celui de donner la mort, si tant est qu'on inscrive la mort dans un élément de vie. Mais ça, c'est encore une croyance pour certains et pas pour tous. En tout état de cause, il faut être extrêmement prudent lorsque les textes deviendront des lois, à ce que leur interprétation ne soit pas pire que la loi. Je le dis d'autant plus que la notion de procédure collégiale, par exemple, dans laquelle on met la famille, j'ai la faiblesse de penser, là je parle à titre personnel, que c'est ce qu'il y a de pire et de mieux peut-être. De pire si les parents, c'est qui? C'est l'épouse, c'est la maîtresse, c'est la deuxième femme. Non, mais je pose des problèmes du quotidien, je ne pose pas des problèmes de n'importe quoi. C'est une réalité, c'est qui la personne de confiance versus les autres. Un enfant parmi les enfants, etc., etc. Donc attention à la collégialité dans laquelle tout le monde peut rentrer, dans la mesure où, au bout d'un moment, il faut bien trancher. Et est-ce que c'est au médecin de gérer seulement ce problème? Bon, je pense que c'est une difficulté, je ne le crois pas forcément par rapport à ça, parce que certes, on peut prescrire tous les pains total de la terre, c'est pas que ça le problème. C'est pas qu'un problème technique, c'est un problème de société, c'est un problème, j'allais dire, anthropologique, c'est un problème qui dépasse l'individu en tant que tel, et c'est un problème qui fait qu'il est confronté à la société dans son ensemble et finalement à l'idée de l'humanité que l'on se fait dans la République. Merci, monsieur. Le Grand Orient de France. Merci. Je voudrais répondre d'abord à la première intervention qui souligne encore à quel point le débat est complexe et difficile. Et évidemment, nous partageons cette réflexion de cette complexité qui mêle tellement d'éléments à la fois anthropologiques, mais aussi intimes, de convictions personnelles et aussi qui nous bousculent profondément dans toute cette réflexion. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi répondre de manière peut-être un petit peu plus terre à terre sur l'exemple de pouvoir vendre un rein en l'assimilant à une liberté nouvelle. Je crois que c'est Montesquieu disait que la liberté, c'est pouvoir faire ce que les lois permettent. Donc il ne s'agit pas de distribuer comme ça toutes les libertés de manière totalement sans réflexion. C'est tout l'inverse que cet échange d'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut faire très attention à ce type d'arguments qui réduisent justement tout un travail de réflexion éthique, philosophique profonde à quelque chose qui est finalement un grand bazar, ce qui serait le grand bazar des libertés. C'est tout l'inverse. Et Sartre a dit aussi, la liberté n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir faire ce que l'on peut. Voilà, c'est vouloir ce que l'on peut. Et donc ça montre bien que ce débat sur les libertés, il est tout à fait essentiel, mais il faut qu'il soit parfaitement clair. Et de la même façon, les militants radicaux qui veulent évacuer l'acte du médecin, nous avons parlé de cette collégialité indispensable, parce que effectivement, ça a été dit aussi, la conscience personnelle par rapport aux gestes techniques. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis seul à avoir pratiqué beaucoup d'euthanasie dans ma vie, puisque c'était des euthanasies sur les animaux. Et je peux vous dire que l'euthanasie sur les animaux, là il est trop tard pour en parler, mais c'est une véritable problème de conscience, parce que le gradient est éloigné entre l'animal qui est vraiment en fin de vie
et où on sent qu'on le délivre de quelque chose, et celui qui, pour d'autres raisons, nous est présenté à l'euthanasie. Enfin bon, je ne veux pas aller plus loin, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, enfin, dont on pourrait reparler, parce que c'est une expérience personnelle très édifiante, puisque je peux vous dire que personnellement, moi, j'ai arrêté de le faire, parce que voilà. Bon, bref, je reviens à notre débat, et pour dire aussi que je ne partage pas ce qui a été dit sur le fait qu'il ne faudrait pas parler d'un projet républicain dans cette affaire et de parler, alors peut-être pas de laïcité, mais de liberté absolue de conscience. En tout cas, nous, francs-maçons, d'obédience dite libérale au sens philosophique et qui avons accompagné la République depuis ses débuts dans cette construction formidable. Et la République, le projet républicain, c'est un projet profondément humaniste. Donc dire qu'au-dessus du projet républicain, il y aura un projet humaniste, non. Le projet républicain est profondément humaniste. C'est même l'humanisme mis en place dans la société dans son sens le plus profond. Donc nous, dans notre rôle, nous nous considérons aujourd'hui comme un point d'ancrage républicain. Et dans cette maison qui est aussi, malgré tout, l'édifice de la République, ce qui édifie la République, je crois qu'il ne faut pas ne pas employer les bons mots. Moi, je défends l'idée que c'est l'aboutissement de la République, l'aboutissement d'un projet républicain, que d'aller vers une plus grande émancipation et des droits nouveaux donnés aux individus, après une réflexion, bien sûr, comme celle que vous avez, qui est très, très complexe et, je l'ai dit, très difficile. Voilà ce que je voulais répondre simplement. Merci, monsieur. Merci, mesdames, et merci, messieurs, de vos interventions, de vos réponses qui ont permis à nouveau d'avoir une hauteur de réflexion particulièrement éclairante pour nous. Merci à vous et nous reprenons.